Bonjour et bienvenue sur Médian TV. 15 ministres de pays membres de l'Union africaine sont réunis depuis hier à Rabat au Maroc pour se concerter sur les moyens de financer l'institution continentale, une institution encore très dépendante de la contribution étrangère pour son fonctionnement, ce qui relance le débat sur l'autonomie de l'Union africaine, mais surtout sur le système à mettre en place pour assurer sa souveraineté financière. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Abdoul Kane. Il est expert et consultant en commerce et intégration régionale. Bonjour à vous, Abdoul Kane. Bonjour, M. Baldé. Alors, comme je le disais à l'instant, l'Union africaine réfléchit encore sur ces problématiques de financement. Cela veut dire que peut-être cette problématique de financement se pose toujours, en fait, qu'elle n'est pas encore résolue. Cette problématique de financement, elle est très essentielle, elle n'est pas spécifique à l'Union africaine. Et avant l'Union africaine elle-même, ce sont les communautés économiques régionales et sous-régionales qui étaient confrontées à cette problématique. Dans la mesure où jusque-là, ces institutions sont financées sur la base du système classique de contribution sur le budget nationaux. Budgets nationaux conçus et exécutés avec les contraintes propres à chaque pays. Et système classique qui, au meilleur des cas, n'a pu couvrir jusqu'à présent que les budgets de fonctionnement. La masse salariale et les autres charges récurrentes, avec des cumuls d'arriérés, entre autres, mais aussi et surtout un ensemble de programmes et projets qui sont restés entièrement tributaires de l'aide publique au développement. Alors, une réflexion était en cours depuis quelques années pour l'Union africaine. En principe, une solution a été adoptée officiellement. Reste à savoir qu'elle est en état de mise en œuvre et les performances sont enregistrées. On va y revenir tout à l'heure, Abdoul Kane, surtout vous qui avez eu à travailler sur cette question pendant de longues années. Mais on revient à ce que vous avez évoqué tout à l'heure concernant les programmes, le financement du fonctionnement et des programmes de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UA parvient à financer ces programmes-là en plus de son budget ou de ses besoins de fonctionnement? Ce sera aussi une précision apportée par la Commission de l'Union africaine. Ce que je disais tantôt, c'est que jusqu'à présent, les contributions, le système classique de contribution défini par les États membres ne permet au meilleur des cas que de couvrir les budgets de fonctionnement. Alors, cela signifie que les programmes en matière de sécurité, en matière de recherche scientifique et autres liés à notamment à la gouvernance. Et vous savez, l'Union africaine reste encore très tributaire de l'aide internationale, notamment celle des partenaires européens. Et si le mécanisme de financement autonome adopté n'est pas mis en place, il y a des raisons de penser que l'institution restera encore longtemps dans ce cadre-là. Alors, à ce propos, en 2018, il avait été question de mettre en place une taxe sur les importations. Une solution, en tout cas, qui, selon certains, remonte à beaucoup plus loin dans le passé. Vous, en tout cas, vous avez eu à travailler sur cette question-là. Où est-ce qu'on en est justement sur cette taxe qu'on devait imposer sur les exportations pour financer l'Union africaine? Est-ce que vraiment ça tient la route? Ça devrait tenir la route dans la mesure où ça a déjà tenu la route en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ce n'est pas sur les exportations, c'est sur les importations. Les importations, autant pour moi. Voilà, les importations de produits originaires du pays tiers. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Il faudra peut-être voir également avec la Commission au cas par cas où en sont les États individuellement. Ce que je pourrais vous dire à un niveau, c'est que ce mécanisme serait très très facile à mettre en application, à mettre en œuvre en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Soit par couplage avec les prélèvements communautaires déjà existants, soit par réaffectation d'une partie des taux. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ces régions-là,
ces mécanismes-là sont en application depuis le début de la décennie 90, dans le cadre du protocole R de la CEDEAO, adopté le 24 octobre 1989 à Cotonou, et qui a mis en place le premier système de financement autonome, qu'on appelle le prélèvement communautaire de solidarité, et qui était en application depuis février 1990, bien avant, puis repris par la suite par l'UEMOA en 1996. Alors la CEDEAO a suivi, la CEMAC a suivi, la CRC l'a suivi, et une manière de dire que les États membres de ces communautés économiques régionales-là sont déjà suffisamment familiarisés avec ce mécanisme-là et peuvent très facilement mettre en place la taxe adoptée par l'Union africaine. A contrario, les sous-régions, les régions SADC, COMESA et Afrique du Nord, n'ont pas suivi la dynamique depuis la décennie 90, bien qu'on ait réalisé aussi les études référentes pour la SADC, pour le COMESA en 97, pour la SADC en 98, pour l'UMA beaucoup plus tard en 2013, mais ce n'est pas encore en application dans ces régions-là, et donc ce sera peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre par ces États-là, dont les administrations nationales ne sont pas encore habilitées à ces mécanismes. Donc, à vous entendre parler, on sent que ce n'est pas le même rythme au niveau de chaque sous-région. Alors, cela dit, les ministres sont réunis aujourd'hui pour plancher sur ces mécanismes de financement. Quels devraient justement être ces nouveaux mécanismes de financement pour enfin assurer quand même une autonomie financière à la plus haute instance continentale? Écoutez, par expérience, je dirais qu'il n'y a pas légion. Les solutions ne sont pas nombreuses. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a ou bien les États conservent le système classique de contribution sur les budgets nationaux, avec les limites déjà observées en la matière depuis plusieurs décennies, ou bien les institutions sous-régionales comme continentales ont des patrimoines ou des activités produisant des services marchands et donc des recettes. Je pense à des institutions comme la CERNA, je pense à des institutions spécialisées de l'OMVS comme la SOGEM, la Société de gestion de Manantali, mais très peu d'institutions classiques d'intégration, régionale ou continentale, ont ce genre de patrimoine ou bien de services, d'activités produisant des services marchands. Alors, à défaut de cela, il y a eu quelques expériences de fonds de capitalisation où des États mettent en place un fonds avec des placements sur les marchés financiers internationaux ou régionaux, notamment les marchés obligataires, et pour générer des recettes pour couvrir tout ou partie des besoins de financement de l'institution. Il y a eu quelques expériences plus ou moins heureuses en la matière, notamment pour l'OHADA ou bien l'ancien FOSIDET de la CEDEAO, mais qui ont montré des limites aussi assez objectives parce qu'il faut une capitalisation assez importante pour générer des revenus de placement pouvant couvrir les besoins financiers des institutions. Enfin, c'est jusqu'à présent la seule solution qui a paru être crédible, tenir la route, c'est le principe de prélèvement autonome, c'est-à-dire une taxe affectée par les États à l'institution régionale ou continentale. Et je le disais tantôt en la matière, la première expérience était en 1989 pour la CEDEAO, expérience reprise donc par l'UEMOA. Ensuite, nous avons travaillé pour étendre ça à la CEDEAO, à la CEMAC, à la CRC. Même certaines institutions spécialisées, telles que l'OHADA, telles que la Commission des forêts d'Afrique centrale, telles que la Commission internationale de navigation sur le bassin du Congo, Ugongi-Sanga, etc., ont eu recours à ce mécanisme-là pour se dégager de la contrainte des systèmes de contribution sur les budgets nationaux. Je ne connais pas d'autres possibilités que ces quatre formules-là. Système classique, patrimoine générant des recettes, fonds de capitalisation ou bien taxes affectées à l'institution régionale. Alors, maintenant, quand même une question se pose. Comment se fait-il que
au niveau régional? Il est vrai que vous avez dit que cela dépend de chaque région, mais comment se fait-il qu'au niveau régional, cela puisse fonctionner, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de problème par rapport à ces questions de financement, mais qu'au niveau de l'instance suprême continentale, cela constitue encore un goulot d'étranglement de façon presque structurelle? Comment expliquez-vous cela? Est-ce une question technique ou plutôt une question de volonté politique? C'est beaucoup plus politique que technique, hein, dans la mesure où, évidemment, les trajectoires sont différentes. Je pense que le processus d'intégration a débuté en Afrique de l'Ouest avant les autres régions. Et l'expérience des systèmes de financement autonomes, c'est également dans cette région-là qu'elle a été testée pour la première fois. Maintenant, le problème, c'est que les États, au niveau continental tout au moins, ont toujours perçu la dimension de souveraineté, j'allais dire, à un niveau beaucoup plus important que les besoins d'autonomisation de l'institution continentale. Aujourd'hui, ils sont confrontés aux limites objectives de ce système-là et je crois que c'est à partir du sommet de Johannesburg que les États ont démontré qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer de dépendre de l'aide publique au développement de la communauté internationale. Il faut se référer aux expériences en Afrique de l'Ouest qui permettent d'avoir une taxe affectée, adoptée souverainement par les mêmes États, pour l'institution continentale et avoir suffisamment de ressources pour faire face à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Comme je le disais tantôt, ça a été plus facile dans les régions qui ont expérimenté ces mécanismes-là très tôt. Ça le sera beaucoup moins dans les autres sous-régions. Mais si la volonté politique est réelle, il n'y a pas de raison que les autres États aussi n'arrivent pas à s'arrimer à ce dispositif déjà opérationnel dans au moins 16 pays en Afrique. Alors, Abdoul Kane, vous êtes un expert reconnu sur le plan continental sur les questions des organisations régionales, mais aussi au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, quels sont les principaux entre guillemets postes budgétaires de l'Union africaine en termes de financement de ces organes, mais aussi de programmes? Bon, là aussi, je pense qu'il est plus indiqué de poser la question aux institutions de l'Union africaine, à la Commission. Évidemment, dans ce type d'institution, il y a toujours des budgets classiques de fonctionnement, mais l'Union africaine a aussi beaucoup d'ambition en termes de sécurité, notamment la fameuse Force africaine en attente, qui reste le plus grand projet et le plus ambitieux pour le continent. Mais il y a aussi des institutions spécialisées en matière de gouvernance, en matière de recherche scientifique et d'autres programmes de soutien à certains pays en difficulté, notamment les missions africaines en Somalie ou bien au Soudan. Donc, ce ne sont pas les besoins qui manquent, ce ne sont pas les programmes et les projets qui manquent. Le problème, c'est la capacité à mobiliser des ressources pour faire face à ces programmes-là. Et il faut peut-être dire quelque chose à ce niveau-là. Ce problème, avant l'Union africaine, en dépit des apparences, c'est l'Union européenne qui était en fait, la communauté économique européenne. Vous savez, ce sont des pays riches, ce sont des pays développés. Mais ils ont dû abandonner très tôt le système classique de contribution. Nous entendons parler de budget européen de l'ordre de 1 100 milliards d'euros sur 7 ans. Mais ce n'est pas le système classique de contribution. C'est un ensemble de mécanismes de ressources propres qui a débuté en 1970 avec le droit de douane, les prélèvements agricoles, les prélèvements sur les glucose, qui n'étaient plus collectés pour les États, mais pour la communauté économique européenne. À partir de 1974, ils ont ajouté ce qu'ils appellent la ressource TVA, avec un taux d'appel de 1% ou 0,3%. À partir de 1995, ils ont ajouté ce qu'ils appellent la ressource d'équilibre revenu national brut. Donc, même l'Union européenne, c'est un ensemble de mécanismes autonomes qui permettent de financer cette institution-là. Alors,
l'Afrique ne peut pas avoir les mêmes ambitions en termes de capacité de mobilisation de recettes, mais c'est la même logique qui a été empruntée en Afrique de l'Ouest, puis en Afrique centrale, sur un seul agrégat, l'agrégat importation origine pays tiers. On ne pouvait pas se permettre pour le continent africain d'avoir un quantum de mécanismes à gérer, ce serait trop lourd pour les administrations nationales. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que quand nous adoptions en 1989 le prélèvement sur les importations origine pays tiers, il était conçu dans le protocole R que c'était une solution provisoire. Et qu'à terme, on allait aller vers une taxation additive à la taxe de la valeur ajoutée. Mais la solution provisoire a tellement bien marché qu'elle a été pérennisée. Jusqu'à présent, c'est elle qui s'applique pour l'UEMOA, pour la CEDEAO, pour la CEMAC, pour la CEC. Et donc, l'autre formule n'a pas été pour l'instant examinée. Juste pour dire que ce problème n'est pas spécifique en Afrique, l'Union européenne, très tôt, la communauté économique européenne, depuis 1970, a été confrontée à cette problématique-là, bien qu'il s'agisse de pays riches, et a mis en place 4 ou 5 instruments complémentaires de financement de l'intégration en Europe. En Afrique, un seul instrument est possible pour financer tout le dispositif institutionnel, régional, sous-régional et continental. Mieux, au milieu de la décennie 2000, dans le cadre des études que nous avons faites, nous avions eu à préconiser un système de prélèvement unique, consolidé, pour tout le continent et pour toutes les institutions continentales, avec un taux qui serait peut-être autour de 1,5%, 1,7%, mais qui contiendrait les besoins en financement de l'ensemble des institutions communautaires. Il y aurait un seul dispositif appliqué par les administrations nationales des douanes et les banques centrales des États, Merci avec un compte commun. Avec un compte commun régional et autant de sous-comptes d'éclatement que d'institutions qui seraient concernées. Cette solution est également possible, mais encore une fois, la volonté politique elle est ce qu'elle est. Ce dispositif il est à la fois technique, mais le choix en dernier ressort il est politique. Merci à vous. Abdoul Kane, on comprend donc que c'est une question qui est très politique. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes consultant en commerce et intégration régionale. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Nouakchott, Abdoul Kane. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.